Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. Permettez-moi de remercier chaleureusement les employés du Centre de bénévolat Point de service du Cap de la Madeleine, ainsi que les employés de Vidéotron qui nous aident à réaliser cette émission. Il est dans la vie des circonstances tellement surprenantes qu'il devient presque impossible de les attribuer au seul hasard. Nos invités de ce soir n'hésitent pas à donner le nom de Providence au chemin qui les a conduits l'un vers l'autre. C'est en étant attentifs et dociles aux signes qui leur ont été donnés que Madeleine Roy et Jean-Marc Denomé sont devenus le couple heureux que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Madame Roy, Monsieur Denomé, bienvenue. Bonsoir. Et merci d'être venu à notre émission. Là, comme je le disais, vous avez bien des circonstances qui ont été en apparence des coïncidences. Je dirais votre naissance à tous deux. Vous vous retrouvez à Cap de la Madeleine et pourtant vous êtes nés loin l'un de l'autre. Madame Roy, par exemple. Bien oui, moi je suis née à Cap-Char, en Gaspésie, sur le bord du golfe Saint-Laurent. Au milieu de l'immensité de l'océan, j'allais dire du golfe, et aussi des montagnes. Mais je suis née dans une famille qui, à ce moment-là, était enracinée à Cap-Char depuis 1810-1820, qui venait de Saint-Anne-de-la-Pocatière. C'était les rois que l'on a surnommés Desjardins. Je suis de la quatrième génération de ces rois-là. Et mon ancêtre à Cap-Char a eu 4 enfants, dont 2 sont mes ancêtres, deux garçons. Alors, il y avait une branche qu'on appelait les Louis Roy et l'autre les José Roy. Et mon père descendait de Louis et ma mère descendait de José. C'était une famille qui, en général, voyait l'instruction comme très importante. Alors, j'ai eu la chance d'évoluer dans ce milieu plutôt culturel et intellectuel aussi. Malheureusement, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 7 ans. J'étais l'aînée de la famille. Votre père, quel était son nom? Mon père s'appelait Télesphore. Et votre mère? Et ma mère, Amanda. Rois tous les deux? Tous les deux des rois, oui. Étaient-ils du même caractère? Oui et non. Mon père était très permissif, mais ma mère l'était aussi beaucoup. Mais seulement ma mère était beaucoup plus pédagogue, je pense, que mon père. Mon père fait des études universitaires. Il était agronome et médecin vétérinaire. Il avait fait les 2 cours. Et ma mère aussi était très cultivée et bien instruite pour le temps. Et mon père était un politicien et passait aussi pour l'homme un peu sage aussi de la région. Tous les gens avaient beaucoup confiance en lui, ils venaient beaucoup à lui demander des conseils. Et lorsque mon père a fait une crise cardiaque suite à du rhumatisme articulaire aigu qui ne se soignait pas à ce moment-là, il est décédé et ma mère a pris la relève là-dedans. Elle était très jeune à l'époque? Elle avait 32 ans. Puis vous, quel âge aviez-vous? Et moi, j'avais 7 ans. Ah, vous vous en souvenez très bien, donc? Oh oui, oh oui. Je me souviens de mon père aussi qui m'admirait beaucoup parce que j'étais l'aînée et que moi, j'admirais beaucoup aussi comme toute petite fille à cet âge-là. Mais ensuite, ma mère a pris les choses en main. On passait pour demeurer riche, mais dans le fond, nous n'étions pas riches parce que mon père n'était pas un homme d'affaires. Mais comme nous étions d'une famille professionnelle, on pensait que nous restions avec bien de l'argent. Mais en fait, ma mère restait avec des loyers. Grande partie de la paroisse étaient des terrains qui avaient été loués avec des baux de 99 ans. Alors, maman recevait des redevances à chaque année de ses propriétaires. Et après la mort de mon père, comme j'étais l'aînée, j'ai eu l'impression que
je devenais un peu responsable de ma mère et de ma famille, même si je n'avais que 7 ans. Et c'est moi qui faisais la collecte. Les gens, dans ce temps-là, c'était pendant la crise économique, la grande crise, et les gens payaient par 25 sous. D'autres payaient, on troquait aussi. Il y avait 2 cordonniers, entre autres, et c'est eux qui raccommodaient nos chaussures. Et un autre nous transportait du bois de chauffage. Alors, c'était un peu de cette façon qu'on nous payait et que ça nous permettait de vivre avec une certaine aisance, en fait. Et ce qui m'a marqué le plus dans mon enfance, c'est la philosophie de ma mère. Pour elle, tout nous était possible. On pouvait tout apprendre, tout ce qui pouvait s'apprendre, tout ce qui pouvait se faire, on pouvait le faire. Alors, on a appris tout ce qui pouvait, la peinture, la musique, travailler les filles avec un marteau ou la machine à coudre. Elle ne nous faisait jamais de défense. Pas de distinction entre filles et garçons? Aucune, non. Puis, jamais qu'elle nous disait, bien là, tu vas te blesser, ne fais pas ça. Mais elle nous donnait de l'information, par contre. On disait, si tu veux faire ça, il y aura peut-être telle et telle façon pour t'y prendre. Ou bien, si tu veux aller à tel endroit, à ta place, je n'irai pas pour telle et telle raison. Mais à cause de cette permissivité, moi et un de mes frères, le monde nous appartenait. Alors souvent, comme mon père était un politicien et aussi près des agriculteurs, bien, on connaissait beaucoup de monde. Alors on allait rencontrer les gens, on disait, est-ce que je peux aller chez vous? Alors on passait notre temps à voyager, nous, mon frère et moi. On allait d'abord à 10 ou 15 kilomètres de la maison. Puis on allait explorer la terre, on posait des questions, on apprenait un tas de choses. Et plus nos jambes rallongeaient, bien plus on allait loin. Même, on marchait jusqu'à des fois 3 kilomètres avec des petites jambes de 7 à 10 ans pour aller voir des grands-oncles qui étaient plus loin. Et ensuite, comme ma mère avait le souci de nous enseigner un peu de tout, j'avais accès au livre du frère Marie-Victorin. Oui. Alors, on prenait plaisir à lire les poésies du frère Marie-Victorin. Et j'amenais mes 2 frères et mes 2 sœurs à la campagne, c'est-à-dire dans la forêt, pour voir les plantes, étudier les plantes. Souvent, on s'amusait à se composer des petits poèmes entre nous. Et parce que le milieu était... On faisait beaucoup de poésie, aussi beaucoup de musique et de chant. Chez vous, à la maison. Et c'était un attrait aussi pour tous les amis. Votre mère était-elle musicienne? Oui. Puis vous? Et moi, j'ai gagné mes premiers sous à enseigner de la musique, mais je n'avais pas un talent extraordinaire là-dedans. Non, mais vous étiez... J'étais limitée dans ce sens-là. Mais vous avez quand même été élevée dans un milieu musical, artistique. Oui, et même aussi, à 8 ans, je prenais des cours de diction pour pouvoir m'exprimer à la radio aussi, à ce moment-là, à Rimouski. Ça a été des expériences qui... Mais vous m'avez parlé aussi de la façon qu'avait votre mère de vous éduquer par la lecture. Oui. Ma mère nous a donné un grand goût de la lecture. Lorsque nous étions, d'abord, quand nous étions trop petits pour lire, ma mère se mettait dans le corridor par des chambres à coucher et elle nous faisait de la lecture à tous les soirs. Sur la semaine, c'était des contes, des choses de fables ou des choses dans ce genre-là. Et en fin de semaine, parfois, ça pouvait être aussi de l'histoire sainte, des choses comme ça. Et elle nous contait, quand on a commencé à aller à l'école, elle nous contait l'histoire sainte et l'histoire du Canada sous forme de contes. Alors, on n'a jamais eu à apprendre notre histoire. Ah non, ça se retenait tout seul. Oui. Et on n'a jamais fait de grandes prières chez nous, de prières du soir, par exemple, comme c'était à la mode dans bien des familles. Ce que l'on, à un moment, a commencé à faire, c'était de nous lire un passage de l'Évangile et de nous l'expliquer comme une histoire. Et on avait donc hâte de savoir lire, pour lire à notre tour ce passage, cette belle histoire. Alors, c'est comme ça qu'on a été élevés aussi à apprécier l'Évangile. Et maman croyait beaucoup en la providence parce que quand elle a été veuve, quelquefois il arrivait quelqu'un, un ami de mon père, qui venait porter un quartier de viande, une poche de farine parce qu'il venait d'aller faire moudre. Tout nous arrivait. Et puis vous étiez dans un cadre merveilleux aussi. Oui. Peut-être qu'avoir le golfe, les montagnes, oui. Vous deviez vous sentir dans une liberté absolue. Oh, c'est ça, le monde nous appartenait. Oui. Il n'y avait pas de limite.
Et à 9-10 ans, bien là, j'avais des cousins qui allaient à Rimouski. Je leur ai demandé de monter avec eux. J'allais chez un oncle à Rimouski. Alors, il n'y avait pas de... Mais aussi, il y avait un fait, je pense, qui a marqué mon enfance. Je me sentais, quand je voyageais comme ça, j'allais, par exemple, à Sainte-Anne-des-Monts, où était l'hôpital régional. Et s'il y avait des gens de Cap-Chat, j'allais les visiter. Puis, il me semblait que j'étais bien importante pour eux. Je m'informais de leur santé, puis je leur faisais des petites commissions. Puis, c'est curieux comment je me sentais responsable. Responsable des plus pauvres, oui, des plus démunis déjà. Il me semblait que je leur apportais une petite douceur, je ne sais pas. Mais votre père vous avait élevé dans ce sens, je pense. Oui, oui. Oui, mon père, le souvenir qui me reste de lui, c'est je m'en allais sur le trottoir avec lui, la main dans sa main. Puis, il m'avait donné un 5 sous pour acheter un cône de crème glacée, parce qu'à ce moment-là, ça coûtait 5 sous. Ah. Puis, on a rencontré un monsieur avec une grande barbe. Mon père s'est arrêté pour lui parler. J'ai pensé que c'était un quêteux, parce qu'il avait une grande barbe. Et je lui ai glissé mon 5 sous dans la main, mais le monsieur a fait mine de rien, puis il a accepté mon 5 sous. Alors, rendu au restaurant, bien, mon père a dû m'en donner un autre. Oui. Mais par après, j'ai su que ce n'était pas du tout un mendiant, c'était un ami de mon père. Mais c'était un homme très délicat d'avoir accepté en faisant mine de rien. Oui, oui. Mais je pense bien qu'il connaissait bien mon père, il savait que, probablement quelle sorte d'éducation que je recevais aussi. Mais, alors, mon éducation, mon enfance, ma première enfance, a été un peu différente de celle de Jean-Marc. Moi, je suis né à Shawinigan, dans la région ici. Mon père s'appelait David. Il provenait d'une campagne Saint-Didas, tout près de Saint-Gabriel-de-Brandon, oui, dans les Laurentides, un beau petit village. Et puis, comme à cette période-là, souvent, dans son jeune âge, il a été obligé d'aller travailler aux États-Unis. Le grand-père les emmenait, tous les enfants, travailler aux États-Unis. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère. Vous m'avez dit. Hein? C'est ça, oui, il travaillait, et puis il a appris l'anglais. Il est allé un petit peu à l'école, au high school, pour se parfaire, après avoir complété quand même l'école de campagne. Et puis, mais là, vous me dites, votre père est né aux États-Unis. Mon père est né aux États-Unis. Mais il a quand même eu la culture québécoise, parce qu'il revenait ici. C'est ça. C'est que mon grand-père partait à l'automne avec la grosse famille. Il y a eu 14 enfants. Oh. Alors, il y en a eu 11 vivants. Il partait avec la famille et c'était, la plupart étaient des filles. Dont puis, vous étiez l'aîné, je pense, aussi? Non, de la famille de mon grand-père. Ah. Mon père était l'avant-dernier. Oui, oui. Et puis, bon, il suivait la famille, puis il travaillait là-bas. Et ensuite, à la fin de l'hiver, il revenait à Saint-Didas pour là encore s'acheter des animaux, vivre encore la période d'été et retourner ensuite à cette période-là. C'était une période difficile au plan monétaire, au plan économique. Et mon père a rencontré ma mère aux États-Unis. Ils se sont mariés aux États-Unis. Ils sont mis s'établir à Shawinigan. Et là, mon père a commencé à travailler petit à petit dans les épiceries. Et ensuite, il y a eu une ouverture parce qu'il parlait en anglais. Il lui a été possible d'aller à Shawinigan Chemicals. Et petit à petit, parce qu'il y avait quand même de l'ambition, il est parvenu à être paie-maître. Et là, malheureusement, il avait 4 enfants. Il a perdu sa femme. Ma mère est décédée. Je suis devenu orphelin à l'âge de 4 ans et demi. Alors, vous imaginez mon père à 28 ans avec 4 enfants sur les bras, comme on dit. Oui. Et que ma mère en avait 25. Alors, j'ai pas connu tellement ma mère. Le seul souvenir que j'en ai, c'est lors de son décès. C'est lorsqu'ils l'ont sorti dans sa tombe et pour le transporter, j'ai demandé à mon père, ça je me souviens très bien, où amène-t-on maman? C'est le seul souvenir que je peux avoir de ma mère. On m'a dit que c'était une femme qui était douce, qui était belle, qui était jolie. Alors je garde ce souvenir de ma mère. Et durant, quand même, installé à Shawinigan, mon père travaillait. Il fallait faire quelque chose pour les 4 enfants, parce que ma mère était décédée de l'enfant de ma sœur, qui est enfant naissante. Et là, il a pensé de nous envoyer à la campagne, chez mon grand-père, à Saint-Didas. À Saint-Didas. Et là, à Saint-Didas, mon grand-père nous a reçus avec ma grand-mère et la sœur de mon père, ma tante, qui était célibataire.
Nous avons été élevés là durant 2 ans. Nous avons vécu 2 belles années chez mon grand-père. Mon grand-père, c'était un homme qui était bon, qui était sensible, mais c'était un homme un peu typique aussi. Il avait été élevé dans le village de Saint-Didas, puis il avait l'habitude de donner des surnoms. C'était une habitude de donner des surnoms. Moi, il m'appelait, par exemple, Couffin. J'imagine, c'est parce que je devais être peut-être, avoir le coup un peu plus élancé. Un de mes frères, il l'appelait la sling, je ne sais pas trop juste pourquoi. Il baptisait tout le monde, même les enfants. Si je vous disais que j'ai une de mes tantes qu'on appelait la courte, effectivement, elle était petite. Mais on l'a toujours appelée ma tante la courte. Et lui-même disait la courte, son mari l'appelait la courte. Je n'ai jamais su son nom, seulement que dernièrement, j'ai appris son nom, c'était Rose Almond. Au moins, vous avez une idée de son apparence. Mais c'est pour vous dire, dans le petit village, tout le monde se connaissait. C'était sympathique. Il nous appelait de cette façon-là. C'était très imagé quand même. C'est vrai. Et aussi la vie du village de Saint-Didas, je me souviens très bien, ça m'a marqué parce que quand même, c'est un petit village à cette période-là qui devait avoir peut-être 800 000 de population. Je me souviens très bien d'être allé à la burerie, d'être allé au bureau de poste, d'être allé au magasin général. On construisait le pont, on était en train de refaire le pont et il fallait traverser la petite rivière Masquinongé en chaloupe. Ça, je me souviens très bien. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé à aller à l'école. L'école située sur la côte, là, avec l'église, tout près de l'église. Et c'était les sœurs qui nous recevaient. Et je me souviens très bien de la première année où nous étions regroupés. Il y avait la première, la deuxième et la troisième en même temps, dans la même classe. Ça, je me souviens très bien. Vous vous souvenez aussi, m'avez-vous dit, de l'amour de votre père qui ne passait pas une semaine C'est juste, c'est que lui travaillait à Shawinigan et nous étions à la campagne. Il n'a pas manqué, il venait à toutes les fins de semaine nous voir. Mais c'était un chemin à cette époque-là. Et à cette époque, il prenait le train et il devait descendre à Crête à la Coque, tout près de Sainte-Ursule. Et là, il devait aller soit en voiture pour se rendre à Saint-Didas, ou encore, lorsqu'il n'y avait pas de voiture, il le faisait à pied. Et c'était plusieurs kilomètres qu'il faisait pour venir nous voir et revenir le dimanche au soir pour reprendre son travail le lundi. Quand je dis plusieurs kilomètres, c'était 15 oui, une dizaine de kilomètres qu'il avait à faire. Il avait envie de voir ses enfants. C'est ça. Et là, bon, nous avons vécu durant 2 ans. C'était 2 ans, comme je vous ai dit, gâtés, choyés par notre grand-père, notre grand-mère. Et nous sommes revenus à Shawinigan parce que mon père s'est remarié. À ce moment-là, il a marié ma tante, qui était la sœur de ma mère. Est-ce que c'était la tante qui habitait chez vos grands-parents? Non, pas ma tante la courte, non? Non, c'était du côté des Boisverts, parce que ma mère, c'était une Boisvert. Et ma tante venait souvent à la maison lorsque nous étions à Shawinigan. Elle venait souvent nous garder, aider à ma mère. Et puis mon père l'a mariée au bout de 2 ans. Donc, vous la connaissiez? C'était une transition plutôt facile parce qu'on l'a toujours considérée un peu comme notre mère. Mais là, nous sommes revenus de la campagne. Vous imaginez pour la femme, pour une femme qui prend mari avec 4 enfants et qui a 3 garçons mal commodes et une petite fille. Et nous arrivons de la campagne assez... sauvageons. Sauvageons, il fallait nous dégrossir. Et surtout, je me souviens aussi, lorsque nous sommes arrivés à Shawinigan, nous avons été malades. Nous avons pris la typhoïde, alors c'était la grosse maladie à ce moment-là, avant de commencer à aller à l'école. C'est pour vous dire que quand même, mon père a vécu une épreuve assez pénible, 4 enfants jeunes, et puis ma mère, que je trouve quand même héroïque, ma deuxième mère, que je trouve héroïque de nous avoir accepté des 4 enfants pour nous élever. Alors je revenais à la maison, j'avais à peu près 7 ans, 6 ans, 7 ans, et la petite devait avoir 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ah oui, c'est tout un retour de voyage de noces. C'est ça. Puis ils ont eu d'autres enfants ensemble. Ensuite, il y a eu 4 autres enfants, 4 autres garçons en deuxième noce. Bon, ça faisait une famille pas mal nombreuse à un moment donné, qui habitait sur la rue des Anglais, vous m'avez dit. Bien oui, nous étions sur la rue des Anglais. Et à ce moment-là, il y avait à peu près 3 familles dans ces maisons bâties par la compagnie. La rue Saint-Georges. Sur la rue Georges, à Shawinigan. Et bien entendu qu'on disait George Street dans ce temps-là. Et c'était... bon, c'est assez étonnant de voir quand même que jeunes, nous, on a réussi à faire parler français aux Anglais. On n'a presque pas appris l'anglais, on ne parlait pas l'anglais. Et puis, il y avait quelques chicanes, bien entendu, c'était des chicanes de petits garçons, etc. Mais quand même, vous savez, c'était les Anglais et les Français. Mais je regrette, aujourd'hui, on aurait dû en profiter pour apprendre l'anglais, c'était plus facile. Je ne peux pas dire qu'on ne l'a pas appris, on l'a appris un petit peu, mais
pas comme on aurait dû le faire. Mais vous aviez un sentiment, là, on est chez nous, c'est à vous de parler français. Mais c'était reconnu, c'était la rue des Anglais. Hein. Puis effectivement, il n'y avait quasiment pas de francophones. C'est ça. Maintenant, si vous voulez bien, on va revenir à Madame. On l'a laissé grandir un peu. Nous voilà à l'époque de l'école, toujours à Capcha. C'est ça, à Capcha. Vous entrez à l'école à quel âge? Je faisais entrer à 5 ans. 5 ans, en maternelle? Non, à ce moment-là, il n'y avait pas de maternelle. Il y avait ce qu'on appelait l'école préparatoire. Le cours préparatoire qui équivaut à la première année, qui équivalait à la première année aujourd'hui. Première année du primaire. C'est exact. Et ensuite de ça, on faisait 6 ans, et ensuite on arrivait au secondaire à 7 ans. C'était les religieuses, les filles de Jésus, qui nous enseignaient. Même j'ai eu une religieuse, c'était une Bretonne, qui avait fait la classe à mon père et à ma mère. Alors qui se considérait un peu comme notre grand-maman. Ah oui. Et elle disait à maman, parce que maman était très habile de ses mains, et on avait toujours des costumes brodés ou des tabliers avec beaucoup de dentelle. Alors elle disait à maman, j'aime envoyer tes filles au tableau pour voir, admirer leurs vêtements. C'est vrai, maman était très coquette. Mais à l'école, ça a été surtout au niveau secondaire qu'elles m'ont marqué, ces religieuses. Il y avait, entre autres, sœur Fernande Bordelot, qui vit encore, qui est encore relativement en bonne forme, chez les filles de Jésus. Elle est ici à Kermaria, qui était d'un dévouement extraordinaire. Et qui le soir après la classe, elle restait à notre disposition pour nous enseigner à tricoter, à filer, à tisser, à broder. Et les samedis aussi, toutes celles qui voulaient apprendre quelque chose, on allait avec elle et elle nous enseignait l'art culinaire, des choses qui pouvaient nous rendre service dans la vie. Toutes ces choses qui n'étaient probablement pas au programme régulier. Qui n'étaient pas du tout au programme régulier. C'était de la pure bonté d'âme de sa part à ce moment-là. C'était ça. Puis ensuite de ça, elle dirigeait une chorale, puis elle enseignait le piano. Mais c'était extraordinaire tout le dévouement de ces femmes-là, surtout de celle-là, qui a marqué beaucoup la paroisse. Et parfois, Jean-Marc me dit, mais où as-tu appris tout ça? Je sais faire une pièce à fil coulé, sur les différentes sortes de broderies, de tricots, Mais j'ai dit, c'est Mère Marie-Louise, on l'appelait Mère Marie-Louise de Marillac à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est Sœur Bordelot, qui avait une patience et qui... Puis je pense qu'aussi on aimait apprendre. D'ailleurs, nos loisirs, nous n'avions pas de télévision à ce moment-là, pratiquement pas de radio. Alors nos loisirs, c'était à faire des choses d'artisanat. Et ensuite de ça, il y avait les loisirs aussi. Personne n'organisait trop nos loisirs, on les organisait facilement. Quand je vois aujourd'hui, les jeunes sont obligés de se faire organiser leurs loisirs. Je trouve ça triste un peu parce que nous, l'hiver, on prenait un grand carton côtelé, puis on allait glisser sur le derrière. Alors, on passait nos journées d'hiver en fin de semaine à l'extérieur, à glisser, à faire... Les garçons avaient des choses qu'ils appelaient des tape-culs, mais on patinait, c'était quand même fantastique, tous les loisirs qu'on avait. C'était des choses simples, en somme. Oui, très simples. Puis, on n'a pas besoin de voiture pour nous véhiculer. Vous aviez vos pieds? On avait nos pieds. Bon marcheurs? Oui. Puis, ça ne nous faisait rien d'aller 1 kilomètre plus loin pour aller glisser ou bien faire de l'exercice. Et puis, l'amour de la lecture que votre mère a développé chez vous devait occuper pas mal de votre temps aussi? Nous étions une famille où il se faisait beaucoup de lecture. D'ailleurs, les 5 enfants, c'était acquis qu'il fallait avoir chacun notre bibliothèque dans notre chambre. Parfois, ça portait des chicanes parce qu'on volait les livres de l'autre. Mais ma mère avait, je pourrais dire, un cercle de lecture. Elle avait 2 grands-tantes, une dont les enfants étaient rendus à l'Université Laval et qui lui apportait beaucoup de volumes de la ville. Alors, elles se partageaient, se passaient ça, les 3. Et j'ai assisté un peu, sans qu'elles s'en rendent compte, à leur discussion sur leur lecture. Et ensuite, maman nous racontait ces choses-là comme histoire. L'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, les livres à l'index, souvent aussi, Monte Cristo, ces choses-là. Et je me souviens une fois, j'avais eu une mauvaise grippe, je pense bien, adolescente, puis j'avais pris un de ces livres-là. Alors, une tante m'a dit,
C'est peut-être pas pour ton âge encore. Mais maman me l'avait laissé prendre quand même. Parce que maman disait, d'ailleurs, quand à un moment donné, on avait des grosses discussions sur la religion, maman était très large là-dessus. Et dans les livres à l'index, elle se disait les choses à l'index sont tellement petites qu'ils n'auront même pas conscience de ce qui est... ne réaliseront pas cette chose-là. Alors, pour elle, l'important, c'était la littérature. Et... Vous avez fait du théâtre aussi? Oui, maman organisait, et maman était excellente actrice aussi, puis elle organisait des pièces de théâtre à chaque année, une pièce au profit de la paroisse. Et comme de raison que nous avions un rôle là-dedans. Oui, c'est sûr, ça devait vous plaire en plus. Et, oui, et on a appris beaucoup de rôles et aussi des déclamations pour, entre deux actes à faire. Alors, on a appris à se présenter au public très, très jeune. Oui. Et aussi, à l'école secondaire, moi, j'ai commencé à faire de la politique aussi. Alors, je faisais des discours. Puis une fois, j'ai fait un discours devant tous des adultes d'un groupe, et j'avais ma sœur qui était dans l'assistance, puis elle était tellement mal là pour moi. Mais à 15 ans, je faisais mon premier discours public devant tout le monde, devant une audience publique. Vous aviez des opinions, puis vous y teniez. C'est ça, oui. Et ensuite de ça, je trouvais que la lecture, comme on m'avait montré, c'était précieux. Bien, on n'avait pas de bibliothèque paroissiale. Alors, avec une cousine, on a mis sur pied une bibliothèque paroissiale. On a écrit aux députés pour qu'ils nous envoient des livres. On a fait passer par les maisons où on pensait qu'il pouvait y avoir des livres, qu'ils nous en donnent. Et tous les dimanches, je recevais les gens à la sacristie de l'église pour leur passer des volumes, des livres, puis qu'ils nous rapportaient le dimanche suivant. Bibliothécaire. C'est ça, bibliothécaire. Maintenant, vous ne songez pas à faire carrière de bibliothécaire. Il y a un autre rêve là qui vous habite. Vous allez étudier à Québec? Oui. Alors là, bien, comme de raison, lorsque maman étant veuve, lorsqu'on a été tous étudiants assez avancés, bien, toute la famille est déménagée à Québec. Et j'ai fait mon cours d'infirmière en premier. Ensuite, j'ai toujours fait des études parallèles avec mes études. Alors, en faisant mon cours d'infirmière, je faisais aussi des études en pédagogie. Puis, après mon cours d'infirmière, je faisais des études aussi en philosophie. J'ai passé les équivalences du bac SR à Laval. Et après, j'ai fait mon bac en pédagogie à l'Université Laval. Puis, alors, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un pour enseigner dans les écoles d'infirmières. Alors, comme j'avais une base, un baccalauréat en pédagogie, mon cours d'infirmière, bien, je suis allée faire mon bac en nursing à ce moment-là. Et tout en faisant mon bac en nursing, bien, j'ai fait l'équivalent du bac en psychologie. J'avais la chance que je n'avais pas de difficulté à apprendre. J'avais une mémoire qui avait été bien développée. Alors, j'ai fait l'équivalent d'un bac en psychologie. Ensuite, je suis revenue enseigner dans une école d'infirmière, les sciences, surtout biologiques, anatomie, physiologie, ces choses-là. Et par après, ensuite, bien, j'ai gagné ma vie pendant quelques temps. Ensuite, je suis allée faire une maîtrise en nursing à l'Université Saint-Louis, au Missouri. On doit avoir la photo de cette université qui est avec les Jésuites. Et là, tout en faisant ma maîtrise aussi, j'ai continué les études en psychologie. Et même là, j'ai organisé des visites aussi des musées avec un père jésuite qui s'occupait beaucoup des arts pour que les étudiants soient initiés aux arts. J'ai toujours organisé un tas de choses. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat. Et quand j'ai terminé mon doctorat, bien là, j'avais deux options. J'avais une scolarité en sciences du comportement et une scolarité aussi en psychologie de cours. Alors, j'avais à choisir si je faisais la thèse dans un ou l'autre. Mais c'est ce qui m'a amené ensuite à développer surtout les sciences du comportement. Et là, nous avons fait le survol de votre formation. Oui. J'oserais dire académique universitaire. Et je voulais ajouter, comme ma mère, elle trouvait que pour avoir une bonne instruction, il fallait peut-être aller aux États-Unis à ce moment-là. Oui. Elle avait engagé une dame, la seule dame qui parlait anglais quasiment à Capcha, qui était une Anglaise, à venir chez nous régulièrement pour nous montrer l'anglais. Alors, c'est comme ça qu'ensuite, on pouvait être assez fanfaron, s'en aller étudier aux États-Unis. Mon frère est allé à Harvard, moi à Saint-Louis. D'ailleurs, on nous avait élevés sans trop de complexes. Sans trop de complexes ni de contraintes, mais avec bon sens, j'ai l'impression. Tout était possible.
Alors, si vous permettez, nous allons repasser à M. Denomé. Oui, là, nous vous avons laissé tout jeune à Shawinigan, sur la rue des Anglais. Ça. Avec le complexe peut-être un petit peu du jeune qui arrive de la campagne, qui parle un peu gras, et puis bon, je m'amène à l'école, c'est les frères de l'institution chrétienne, à l'école du Sacré-Cœur à Saint-Marc à Shawinigan. Là, les frères sont tout dévoués aussi et ils nous donnent une instruction, je dirais, un peu exceptionnelle. Mais ce qui m'a frappé, ce que je retiens surtout de mon école primaire, c'est que, un peu comme Madeleine, c'est que j'ai rencontré des frères qui se dépensaient en dehors des classes. Le frère directeur, qui était le frère Jean-Baptiste, un bon breton, qui m'a entrepris, comme il en a entrepris d'autres. Je me souviens encore d'aller à son bureau, et là, il me montrait avec une grande pancarte à prononcer A, B, C, D, parce que je disais, vous en aviez tantôt, je vous disais Saint-Didas, mais lorsque j'étais jeune, à la campagne, on disait Saint-Didas. Ah oui, on dit encore un peu. Hein? Mais c'est pour dire, Mais il m'a préparé de cette façon-là parce qu'il avait prévu qu'il montait des pièces de théâtre. Puis j'imagine que peut-être le petit bonhomme que j'étais l'avait frappé, alors il voulait que, quand même, mais il fallait que j'aie une bonne diction. Et là, les frères organisaient de grosses pièces de théâtre au profit des croisés. Des pièces assez élaborées de 5 actes. On jouait durant 4-5 soirs d'affilée et ça nous prenait 3 ou 4 mois de pratique, de répétition. Et il louait des costumes de ponton de Montréal et il avait eu le don de mobiliser des anciens élèves qui travaillaient, à qui nous faisaient quand même une bonne troupe de théâtre, mais c'était tous des gens de la paroisse. Et puis, savez-vous que quand même ça rapportait, parce qu'on donnait la pièce de théâtre pour les élèves des différentes écoles de Shawinigan, et aussi pour le grand public. Ah oui. Alors c'était, en tout cas, moi j'ai une reconnaissance à ce frère-là pour m'avoir donné un peu l'habitude de la parole et puis du public. Et on a monté 3 grandes pièces. Il y a certainement des gens qui se souviennent de Fils de païen, Solitaire des tombeaux, puis La mort du bandit. C'était pas des grandes pièces classiques. Ça avait l'air austère comme tout. Non, oui, mais c'était C'était des drames. Oui, et je vous parlais qu'on faisait ces pièces de théâtre-là au profit des croisés, pour apporter une recette, pour permettre un petit corps de bataillon que le frère Jean-Baptiste avait monté aussi, c'est-à-dire qu'il avait trouvé le costume. Et je me souviens encore de la parade que nous avions faite, la première parade sur la 5e rue à Shawinigan en 1932. J'étais des petits bonhommes avec tambour, clairon, puis avec les brigadiers autour de nous. C'était important. Oui. Puis durant toute mon année, 32 à 36, tant que j'ai été à l'école primaire, j'étais dans les croisés. Et puis le frère Jean-Baptiste, il m'avait demandé d'être le chef des croisés. Vous comprenez que le petit bonhomme qui donne les commandements, c'était quand même bien important. Et puis, à l'école primaire, on a eu l'avantage aussi de faire la chorale. J'étais dans la chorale, et puis on nous montrait, bien entendu, on avait le grégorien, mais on a appris le chant de cette façon-là. Mais aussi, je garde un souvenir de servant de messe. Il y avait les servantes de Jésus-Marie qu'on appelait les petites sœurs à Shawinigan, qui viennent justement de vendre leur monastère dernièrement. Et je me souviens bien du moment où ils ont déménagé. Ils habitaient une maison que M. Grenier possède aujourd'hui, juste sur le coin de la rue Georges, pour les déménager, les bonnes sœurs cloîtrées, qui vivaient dans une petite maison, ils étaient quelques-uns. Puis là, ils s'en allaient dans le grand monastère qu'ils venaient de bâtir. Et puis, il a fait appel aux servants de messe pour les aider à déménager. Puis, inutile de vous dire que nous étions choyés par les sœurs, le groupe des servants de messe. En récompense, ce qu'on avait en récompense, souvent, ils nous donnaient des retailles d'hosties. Et puis pour les agrémenter, les retailles d'hostie, parfois ils mettaient un peu de miel, vous savez, là, pour mettre ça un petit peu plus sucré. Mais quand même, je garde un bon souvenir des religieuses qui sont dépensées pour nous, comme pour des frères. Et là, lorsque j'ai terminé l'école secondaire et l'école primaire, il fallait aller plus loin. Puis mon père, lui, sentait qu'il n'avait pas eu tellement d'instruction, puis il avait à cœur que tous ses enfants puissent, un peu comme chez Madeleine, la même chose, qu'on puisse parfaire nos études. Mais votre père était un homme plus ou moins autoritaire, m'avez-vous dit? Oui, il était plus ou moins autoritaire, ne parlait pas beaucoup. Ah non. Mais c'était un homme foncièrement bon.
Puis c'était un type qui était ambitieux, qui aimait beaucoup ses enfants. Ça paraissait, il nous aimait beaucoup. Même s'il ne nous disait pas tellement, il nous aimait beaucoup. Il avait décidé qu'avec le frère Jean-Baptiste, que j'irais au cours classique. À ce moment-là, vous savez, c'était le cours classique, c'était décidé. Bon. Les frères ne m'ont jamais demandé d'aller chez les frères. Mais il avait décidé que je ferais le cours classique avec mon père. Moi, je comptais que j'étais pour aller au séminaire de Trois-Rivières. Mais le cours classique, est-ce que ça impliquait l'entrée en religion nécessairement? Pas nécessairement. Non, on appelait le cours classique, c'était préparatoire à l'université, c'était préparatoire au sacerdoce, ceux qui rentraient en religion, et aussi à des carrières professionnelles. Ah, d'accord. Et là, moi, j'ambitionnais d'aller au séminaire de Trois-Rivières parce qu'on voyait les jeunes du séminaire de Trois-Rivières qui portaient le costume à ce moment-là, qui venaient en vacances ou du moins de temps à autre, à la fin de chaque mois, avaient une journée de congé. Mon père, il dit, non, tu n'irais pas à Trois-Rivières. J'ai dit quoi? Il dit, non, à Trois-Rivières, c'est pas assez sévère, c'est pas assez exigeant. Parce qu'il voyait les jeunes qui venaient en congé du mois. Ils venaient trop souvent. Ils venaient trop souvent. Bon. Alors, ensuite, c'était évident parce qu'ils portaient la redingote avec une grande on les voyait. Ceinture verte. La redingote, la ceinture verte, le calot quelconque, j'imagine. Oui. Et là, il a décidé d'aller rencontrer un de ses confrères de classe qui était père Oblat, qui faisait une retraite, qui prêchait une retraite à Saint-Jacques-des-Piles, tout près de là. Il dit, on va aller voir le père Sarrazin, qui s'appelait. On va voir le père Sarrazin. Le père Sarrazin dit, oui, on va l'organiser, on va l'envoyer à Chambly-Bassin, au Juniora des Oblats. À Chambly-Bassin, un petit village. À Chambly-Bassin, on connaît bien Chambly-Bassin à cause de son fort, mais c'était un collège classique de 150 jeunes, retirés du village, en pleine campagne, un peu fermé. On décide de m'envoyer à Chambly-Bassin, je suis accepté. Mais vous, là-dedans, comment réagissez-vous? J'étais... Vous aviez quoi, là, 17 ans? J'avais 13 ans. Alors là, je partais avec la valise pour l'année au complet, parce qu'on entrait le 19 août et j'en sortais le 20 juin. Oh, s'il y a des jeunes qui vous écoutent, je ne sais pas comment ils vont réagir. Pas de vacances aux fêtes, hein? Et puis là, j'arrivais dans ce milieu-là, je ne connaissais pas les pères, je ne connaissais pas les confrères, les collègues, etc. Alors j'arrive à Chambly et mon père est venu me voir à l'automne, au mois d'octobre, aux alentours de ma fête. Il y avait une rencontre, une réunion tout près. Alors là, j'ai pleuré, je m'ennuyais. Puis là, j'ai dit à mon père, il faut que je retourne. Puis lui, bon, il m'a essayé de me calmer, essayé de me dire, bon, ça va aller. Puis je suis demeuré. Et le lendemain, c'était fini. La nuit a disparu comme par miracle. Et puis là, je me suis habitué. Et puis j'ai aimé beaucoup la vie de pensionnat. Ça m'a marqué même. Mais vous disiez vouloir aller au séminaire de Trois-Rivières. Oui. Vous caressiez le rêve d'une profession. Oui, à ce moment-là, comprenez que j'étais jeune, j'étais à 13 ans, ce que j'ambitionnais, c'était de devenir dentiste. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? C'était l'art dentaire qui m'attirait, je ne sais pas trop juste. C'est pas la vocation d'être médecin, etc., c'était l'art dentaire. L'art dentaire. Bon, je voulais aller, parce que chez les Oblats ou ailleurs que le séminaire, moi j'imaginais que peut-être que je pourrais jamais parfaire mon rêve. Oui, il y avait des chances. Hein? C'est ça. Mais quand même, là, j'ai fait mes études à Chambly. C'était de très bonnes études. C'était le cours classique, comme dans les autres collèges classiques. Mais on avait l'avantage, pour moi, j'ai trouvé, j'avais l'avantage d'être pensionnaire avec les pères qui s'occupaient de nous. Ils étaient à peu près une vingtaine, qui s'occupaient de nous. Nous n'étions que 150. Ils nous organisaient les jeux, ils étaient toujours avec nous. C'était extraordinaire. Et ils nous laissaient beaucoup d'initiatives. C'était extraordinaire. Ça ne coûtait pas cher non plus. Et imaginez, pensionnat durant une année complète, ça a coûté 100 $. Ça veut dire que c'était la pension, ça veut dire que nous étions nourris, bien entendu, les volumes fournis, vous étiez lavés, logés, 100 $. Et pas de vacances. C'est-à-dire du 19 août au 20 juin. C'était, en somme, c'était une œuvre. C'était un don. C'est ça. Et bon, les pères nous ont donné beaucoup d'initiatives. On faisait de la radio par nous autres mêmes. On faisait bien entendu des pièces de théâtre. Et puis les jeux, les loisirs étaient bien organisés. La musique. On faisait de la musique. Alors, je suis allé à Chambly durant 5 ans. Mais la deuxième année, on a eu des vacances à Noël. Et puis on a toujours gardé par la suite des vacances annuelles. Mais on n'avait pas de vacances à Pâques. On demeurions. Et durant mes vacances, à l'été, ben, je trouvais ça un petit peu plus pénible parce que je ne gagnais pas, je ne pouvais pas m'accorder trop de loisirs. Je ne suis jamais allé au cinéma, je n'avais pas l'argent, puis je n'osais pas en demander à mes parents parce que j'avais des petits frères et ma soeur. Oui. Alors, je n'osais pas trop. Bon, il fallait que je pense à eux aussi. Durant mon année de belles lettres en 4e secondaire,
j'avais demandé à mon père de travailler. Mon père a dit oui. Il m'avait trouvé un emploi à Shawinigan-Kameka pour couper le gazon durant la période d'été. Et le matin, où je devais commencer à travailler, il a réveillé mon frère et il dit, c'est toi qui vas aller couper le gazon. C'est frustrant, ça? Ouais, il m'avait dit, toi, il dit, tu étudies toute la nuit, tu travailles, tu te reposes. Alors, ce qui m'est arrivé par la suite, je lui avais dit, à un moment donné, je voudrais gagner de l'argent. Bon, ben, lui, il ne voyait pas trop pourquoi. J'ai dit, je vais m'enrôler. À cette période-là, c'était en 1939, au début de la guerre. Vous enrôlez? Oh. M'enrôler dans l'armée. Vous étiez décidé? Durant la période d'été. Alors, quand je lui ai dit ça, il n'a pas dit un mot, il a dit, non, ça se peut pas. Puis il est allé travailler dans l'après-midi avec un compagnon qui demeurait tout près de moi, et un ami. Nous sommes effectivement allés nous enrôler en 1939. C'était de la rébellion? J'avais 17 ans et c'était dans le régiment de Joliette. Et là, on nous avait dit que ceux qui feraient l'entraînement militaire étaient pour en être dispensés ou quelque chose comme ça. Nous sommes partis au début de juillet, dans le train, sans trop savoir où on nous emmenait. Nous avions le costume militaire, tout, et nous sommes arrêtés à Farnham. On nous a débarqués à Farnham. Et là, Farnham, c'était l'entraînement militaire. Je me souviens, les 3 premiers jours, nous sommes arrivés, nous étions dans la compagnie C de Joliette. Nous n'avions qu'un plancher de bois et une tente, et c'est tout ce que nous avions. On avait même la nourriture, peu de nourriture, de ça qu'on n'avait pas d'entraînement parce qu'ils ne nous nourrissaient pas. Alors, vous imaginez le petit gars de Chambly, le futur au Blas qui s'en va, parce qu'à Chambly, on nous gardait seulement parce qu'on avait la vocation au Blas. Là, c'était implicite. Ça, c'était tant et aussi longtemps que les pères jugeaient qu'il y avait de l'avenir en vous chez les Oblats, on nous gardait. Sinon, ben, on nous remerciait. Oui, puis vous, on vous a gardé. Alors, je reviens du camp militaire, et là, j'avais signé, j'avais signé le contrat militaire. Rendu à la fin des vacances, il dit, il faut que je retourne à Chambly. Alors, j'ai eu un congé, je suis arrivé à la maison, je ne suis pas retourné au camp militaire, mais je suis rentré à Chambly. T'es déserteur. Déserteur. Et puis, bon, on m'a cherché un petit peu, mais on s'est renseigné auprès de mon compagnon, puis on lui a dit, écoutez, il est aux études. Alors, c'était fini par là, je n'ai pas entendu parler. Fini la carrière. Mais c'était les pères Oblats qui n'avaient pas aimé que j'aille au camp militaire. Alors là, il paraît que je suis passé au conseil, mais quand même, on m'a gardé. Et j'ai terminé mon cours classique à Chambly-Bassin. Et tous tes collègues dans l'armée ont été tués à la guerre. Ah oui, il faut vous dire que ceux qui sont enrôlés en même temps que moi à la compagnie C sont allés se faire tuer, c'est le cas de dire, au débarquement de la Sicile. Donc, ça aurait très bien pu vous arriver. Normalement. C'est pour vous dire que les événements... La Providence. La Providence, comment ça Providence, on la retrouve là. C'est ça. Et après Chambly, c'était normalement le noviciat. Il fallait rentrer au noviciat. C'est la période d'été, un mois de vacances, et ensuite on entre au noviciat. Là, j'étais hésitant. Parce que je caressais toujours mon rêve d'aller à Trois-Rivières. J'aurais aimé aller faire mes philosophies à Trois-Rivières. Mais les pères Oblats, comprenons notre directeur de conscience, et puis il m'avait dit, bon, il semble bien que ta voie est bien tracée, puis que la Providence aimerait bien que tu essaies au moins au noviciat. Vous savez, on se laisse convaincre. Vous aviez quel âge, là, J'avais 18 ans. C'était la période des grandes questions, de C'était la période des grandes questions, un petit peu d'amour, etc. Puis tu dis non, et puis j'entre au noviciat. Et je suis entré au noviciat, et j'ai trouvé le noviciat un petit peu, un peu dur. C'était la serre chaude, en le sens que c'était les exercices religieux, on était en soutane, et puis, bon, la formation, c'était plutôt d'exercices, récitation de bréviaires, etc. J'avais l'impression à un moment donné que je perdais mon temps, ou à peu près. L'ennui m'a pris, j'ai même fait ma valise, et je devais partir le lendemain, mais le permètre n'y était pas, alors on m'avait demandé d'attendre le permètre. Encore là, le permètre a réussi à me convaincre, me disant que au Scholastica, l'étape suivante, c'était beaucoup moins difficile, et puis d'attendre. Bon, il me le disait, j'ai dit, c'est certainement l'accord, la Providence qui veut ça. J'ai fait ma valise et j'ai continué. J'ai fini le noviciat qui se passait à ce moment-là, qu'il y avait à la Chine, tout près de Ville-la-Salle. Et là, j'ai gagné le Scholastica. La période du Scholastica, c'est la période des études de philosophie, puis normalement de théologie. Au Scholastica, c'était à Ottawa. J'ai été encore là tout à fait privilégié. Parce que là, je tombais dans un milieu intellectuel où on faisait nos études de philosophie à l'Université même d'Ottawa. Ça se donnait en anglais, en français et en latin. Est-ce que c'est l'actuelle l'Université Saint-Paul? Non, c'était pas... L'Université Saint-Paul se donnait la théologie.
Mais la philosophie, c'était oui, c'était sur la rue Woodbrod à Ottawa, au campus universitaire. Et là, j'ai fait 3 années de philosophie. Ordinairement, au cours classique, on ne fait que 2. J'ai fait 3 années, ce qui me permettait d'obtenir la licence en philosophie. À chaque année, bien entendu, je remettais toujours ma vocation en question. Puis on me disait, bon, attends, et tu ne perds rien, il faut que tu fasses tes philosophies. Alors, je faisais mes philosophies. J'imagine que les pères comptaient toujours que j'étais pour aboutir à la vocation de demeurer chez les Oblats. Mais les études, au moins, est-ce qu'elles vous intéressaient? Mais les études m'ont réellement très intéressé. C'était quelque chose d'un peu exceptionnel que nous avions, parce que nous avions des professeurs avec des doctorats, puis c'était à l'université, et puis c'était universitaire. Et on couvrait plusieurs matières, de sorte que réellement, et le milieu même, vous imaginez, le Scholastica, nous étions de 150 à 175 jeunes gens de 18 à 25 ans. Regroupés. Alors, on échangeait souvent de questions de nos études, discussions, etc. Les activités de chorale, de séances, d'organisation de loisirs, c'était tout à fait particulier. M'avez-vous parlé de vacances à un lac? Ah, on avait des vacances encore là, les pères nous choyaient. Ils avaient un camp organisé au lac McGregor, tout près d'Ottawa. Nous passions les 2 mois de vacances où on s'organisait par nous-mêmes. On bâtissait, on avait des constructions à faire, on nous départageait les ouvrages, même j'ai été boucher pour préparer la cuisine, préparer la viande. Donc, tu m'as dit j'ai été boucher dans l'équipe de boucher avec le père GT, qui est devenu par la suite supérieur général des Oblats. Il faut tout faire, hein? Il faut tout faire. On faisait la lecture à haute voix. Là, du canot. Et on avait des loisirs. On travaillait dans les champs, mais aussi on avait des loisirs, des organisations, de longues organisations qu'on appelait des coureurs. On faisait toute la journée de lac en lac avec de gros cadeaux dans lesquels on était 8. Alors c'était une grosse organisation. Et ça m'a amené, au bout de 3 ans, là, il fallait que je prenne ma décision. Parce que là, c'était les vœux perpétuels, là, c'était la grande décision. Et là, je n'ai pas été capable parce que je trouvais que, quand même, chez les pères, la vie était agréable, mais il y avait des exigences. Je n'ai pas parlé du côté des exigences, toujours demander nos permissions pour tout, etc. Ça devenait dur pour un jeune, vous savez, là, que de 20, 22, 23 ans, là, c'était plus difficile. Puis dire m'engager pour la vie, j'ai préféré non. Oui. Mais la Providence a fait, les circonstances ont fait que je suis allé au Grand Séminaire. Mais ça a dû être, avant d'arriver au séminaire, ça a dû être difficile de décider à dire non à la face de tout le monde. Oui. On comptait sur vous, vous aviez des amis dans le milieu. C'est ça, on a essayé de me faire comprendre les choses, mais je me disais non. Et puis là, j'avais quand même l'ambition de retourner à l'université, mais c'était à la période du mois de juillet, à la période des inscriptions dans l'université, c'était avancé. Alors là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas la Providence qui veut que ma décision se prenne au mois de juillet? Avec une porte ouverte. Alors, j'avais la porte ouverte du Grand Séminaire. Je me suis rendu au Trois-Rivières, au Grand Séminaire, et là encore au Grand Séminaire, c'est la période de formation. Ceux qui entrent au Grand Séminaire, à Trois-Rivières, n'avaient pas de formation de noviciat. Alors, le Grand Séminaire était beaucoup plus, avec un règlement un peu plus strict, un peu plus exigeant. Je retrouvais un petit peu le noviciat, mais c'était les études de théologie. Alors, ça a duré 4 ans. Et là, c'était la période, normalement, là, du sous-diaconat et du diaconat. Mais durant la période de vacances, au Grand Séminaire, c'est que, comprenez, on avait 2 mois de vacances à l'été. Oui. Il fallait s'occuper. Et ce que je trouvais pénible, c'est de me revoir à la maison, un peu au crochet de mes parents. À cet âge-là, j'avais quand même 23, 24 ans, 25 ans. Et c'est mes parents qui me faisaient vivre. Moi, je ne gagnais pas. Les études au Grand Séminaire, c'était vous qui deviez les défrayer? Bon, les études au Grand Séminaire, j'avais pris le contrat que c'était un genre... mais c'était une bourse et c'était pas un bourse, c'était plutôt un prêt. Le séminaire, le petit séminaire, nous fournissait l'instruction, etc. Tout nous prêtait de l'argent. Nous prêtait de l'argent, ça valait à peu près 450 $ par année. De ça qu'on s'endettait. Comme un prêt étudiant. Exactement. De nos jours. Et lorsque nous terminions le Grand Séminaire, par la suite, on remettait les argents qui nous avaient été prêtés. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand je me trouvais au crochet de mes parents, durant la période d'été, on s'occupait à faire du terrain de jeu. C'est là qu'on a démarré le terrain de jeu à Saint-Marc, à Shawinigan, avec peu de choses. Mais on se dépensait, on était en sous-stand avec les jeunes enfants.
à les occuper toute la journée, puis j'allais prendre mes repas à la maison, puis je couchais à la maison. C'était la période de dévouement, d'apprentissage aussi, de genre de ministère qu'on nous faisait faire. Et ce qui m'a amené, au bout de 4 ans de grand séminaire à Trois-Rivières, d'être ordonné prêtre, dans ma paroisse même, à Saint-Marc de Shawinigan. À Saint-Marc de Shawinigan. Oui, oui. Puis votre famille, comment a-t-elle réagi à tout votre chemin? Vous comprenez que mon père était heureux. Je ne vous ai pas dit, lorsque j'étais chez les Oblats, que j'avais décidé de retourner au grand séminaire, d'aller au grand séminaire. Moi, j'ai dit à mon père que je ne voulais pas continuer du côté des Oblats. Je ne sentais pas la vocation du côté des Oblats. Mon père m'a écrit une lettre me disant, et là j'ai compris, mon père disait que c'était pas trop drôle la vie dans le monde, et puis j'ai lu bien des fois. Il avait à cœur, comme peut-être bien d'autres, d'une certaine sécurité, et puis d'un certain, je sais pas, d'une certaine gloriole. J'interprète peut-être ce que mon père cherchait, mais il était heureux lorsqu'il a appris que je continuais dans cette voie-là, en allant au grand séminaire. Mais c'est pour vous dire, la réaction, lorsque j'ai été ordonné, bien entendu, il était très heureux. Il était très malade la journée de mon ordination. Mon père est venu, il était très malade parce qu'il est décédé pas longtemps après. Mais je sentais que là, c'était l'homme qui était fier, c'était l'homme qui était ambitieux, puis qui voyait que quand même qu'il y en avait un, et c'était son aîné qui avait réussi. Pour lui, c'était une réussite, un succès. Il avait été au bout de son rêve avec vous, au moins. C'est ça, c'est ça. J'aimerais vous demander, là vous voilà ordonné prêtre, que sont devenus votre père? Vous dites qu'il vient de décéder, non, mon peu père, après votre ordination. Mon père est décédé 8 ans après mon ordination. 8 ans après, quand même. Oui, oui. Bien entendu, j'allais tous les dimanches, j'allais à la maison, prendre le repas du midi avec eux. Et mon père, il était ambitieux, mais comprenez que lorsque j'étais jeune, je n'ai pas signalé qu'à la maison, à Shawinigan, il gagnait 150 $ par mois. Il y avait, à un moment donné, il y avait 8 enfants. C'était un gros salaire à ce moment-là. C'était un gros salaire, un salaire d'un père. Beaucoup de bouches aussi. Et puis, bon, il a toujours vécu dans des épreuves assez difficiles, j'imagine, parce que c'était le seul salaire qui rentrait à la maison. Et il a eu l'ambition, il avait l'ambition de se bâtir une maison. Ah, tiens. On vivait dans la maison des compagnies. C'était la compagnie, on payait un loyer tous les mois. Mais il s'est fait bâtir une maison juste en face de l'hôpital Sainte-Thérèse. Ah, il y est arrivé. Là. Oui, il est arrivé à se faire bâtir, puis il ne l'a pas habité. C'est assez étonnant comment les choses peuvent s'arranger. Il a été obligé de louer parce qu'il n'y avait pas l'argent pour habiter, de sorte qu'il avait fait une maison avec 3 logements, il a loué. Et la dernière année, il avait décidé, il avait dit à ma mère, ma deuxième mère, que là, il était fatigué, qu'il serait bon d'aller se reposer en Floride, et puis il reviendrait, et là, au mois de mai, il entrait dans la maison. Mais il n'est pas entré dans la maison, il est décédé au mois de février. Non, ce sont des choses qui arrivent, on planifie bien souvent, puis la Providence a encore un décès. Mais tu parlais des sacrifices, il faut employer le mot, de ton père pour vous faire instruire. C'était la même chose avec ma mère. Je pense que restait avec presque rien. Oui. Et pas de gagne-pain. Quand on a été un peu plus... on coûtait un peu plus cher aux études, elle a tenu la banque, elle a été la première femme à tenir une banque à ce moment-là. Et elle ne changeait pas de manteau à chaque saison, hein? Non. Puis souvent, elle mangeait ce qui restait, ce qu'on ne mangeait pas. C'est extraordinaire comment ces gens-là se sacrifiaient, je pourrais dire presque, ils donnaient leur vie pour nous, pour qu'on réussisse dans la vie. Comme je me souviens aussi qu'à un moment donné, mon père, il y avait une voiture, disons que pas quelque chose de luxueux, mais il a été 3 ans où il est obligé de ne pas avoir de voiture pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Oui. Mais c'est quand même assez un gros sacrifice pour ces personnes-là habituées, puis à un moment donné, t'arrêtes et ensuite il en a pris un petit peu. Mais je pense qu'on a été marqués dans notre enfance, comme je vous l'ai signalé tantôt, du côté des frères et des pères qui nous ont éduqués, qui nous ont instruits, mais aussi du côté de nos parents. Je pense que l'exemple qu'ils nous ont donné, c'était quand même des personnes vertueuses, des personnes sacrifiées, qui aimaient leurs enfants. Mais c'est étrange, hein, de si loin tous les deux, puis vous êtes orphelins tout jeunes. Et tous les deux les aînés. Tous les deux les aînés aussi. Vous vous sentiez responsable de votre famille. Oui, et d'ailleurs,
je me suis toujours sentie responsable un peu. De tous ceux qui vous approchent. C'est ça. Mais aussi de ma famille. Étant l'aînée, j'ai toujours eu l'impression que c'était à moi à conserver un peu la famille ensemble aussi, d'une certaine façon. Mais ma mère était aussi une femme qui aimait beaucoup à ce qu'on soit prêts les uns les autres. Les soirées, on les passait chez nous parce que tout était organisé chez nous. C'est-à-dire, il y avait le piano, le violon. Alors, tous les amis venaient et maman organisait quelque chose, un petit réveillon. Alors, elle aimait mieux qu'on amène nos amis. Oui, toujours le et bon c'était la maison où tout le monde se rassemblait. C'était une rassembleuse. On doit une fière chandelle à nos parents, tous les deux. Et puis, je vois que tous les deux, ils ont eu à cœur votre instruction, votre éducation jusqu'au bout. Oui, parce que maman disait, c'est le seul héritage que je vais vous laisser, mais c'est un héritage que personne ne pourra vous disputer. Non. Et alors, on reste avec cette richesse, même dont on jouit toute la vie. Dont vous avez joué jusque maintenant et qui va vous suivre jusqu'à la fin. Si vous voulez bien, nous allons devoir nous quitter bientôt. Mais il nous reste encore un long chemin à faire. Vous, tous les deux dans l'enseignement, finalement. Vous dans la recherche, madame. Nous avons un grand jardin. Hein? Oui. Rendu à nos âges, le jardin est long et grand. On va le laisser pour la deuxième heure, si vous permettez. Moi, j'aimerais savoir, y a-t-il un de vous deux qui voudrait, pour conclure, donner un petit message de la tranche de vie dont on vient de parler? Mais moi, je pense que je donnerais le message que ma mère nous a imprégné, qu'un enfant peut tout apprendre. Tout est possible si on lui met si on met à sa disposition les objets nécessaires. Donc, la peur, là, pour vous, ça n'a pas existé? Non. Puis ça vous a permis d'aller de l'avant dans tous les domaines. Et c'est ça, justement, elle ne nous a jamais enseigné la peur de quoi que ce soit. Puis vous continuez, là. C'est ça. Puis vous, monsieur? Moi, je dirais que, bien entendu, j'ai fait confiance en la Providence, mais je pense aussi à l'exemple de mes parents. Il faut, si on veut que le ciel nous aide, il faut s'aider soi-même. Je pense que le travail, on a mis beaucoup dans le travail, dans l'initiative, et on a été favorisés, bien entendu, on le reconnaît, mais quand même, il faut faire notre part. Bon, ben je vous remercie. Donc, vous, le mot-clé, c'est ne pas avoir peur. Vous, c'est la providence. Mais il faut l'aider. De toi, le ciel t'aidera. C'est ça, oui. Bon, je pense que vous aviez tout en main pour réussir le couple que j'ai devant moi. Merci. Merci, Madame Roy. Merci, Monsieur Denomé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de votre histoire. Très bien. Ça nous fera plaisir. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. Revenez-nous la semaine prochaine. Si vous désirez nous contacter, notre numéro est le 373-1261. Je vous remercie. Bon, on continue à parler.